Pendant le séjour du général en chef à Woker, il y a quelques communications avec Sidney Smith par l'entremise de son secrétaire. Nous étions sans nouvelles d'Europe depuis longtemps et le commandant anglais se donna le malin plaisir de nous faire connaître par les journaux la situation de la République. Nous apprit que toutes les médias de l'Italie étaient évacuées, qu'ils se battaient sur les frontières du Piémont et qu'enfin la France était au abois. Le général Bonaparte se garda bien de laisser percer dans l'armée ces tristes nouvelles, mais dès ce moment, il se décida à repasser en Europe, bien convaincu qu'il lui seul pouvait réparer les maux que les mauvais gouvernements de 0 et 3 avaient accumulés sur le pays. Après la reddition du fort d'Aboukir, dont la défense n'avait duré que 4 jours, le général Bonaparte remonta au Caire, mais après avoir donné l'ordre secret au général Cantillon, qui commandait la marine à Alexandrie, de fermer et approvisionner les 2 frégates de la Muron et la Carrère. Il a sécurisé les bruits qu'il allait faire le voyage de la Haute-Égypte, mais que peut-être avant, il irait faire une excursion dans le Delta. Les suppositions de son voyage mit tout le monde en haleine pour recevoir ses éloges. Il passa 15 jours à régler de nouveau l'administration de l'Égypte, à faire approvisionner ses places, à crier au grand vizir. Et enfin, il descendit de nouveau le Nil après avoir donné rendez-vous au général Clever près d'Alexandrie pour lui remettre les commandements. Mais ce général n'était pas arrivé. Ces dépêches lui feront expédier et à 10 heures du soir, le général en chef accompagné de son état-major la salle des chevaux sur le rivage et s'embarqua sur le Muiron. Il y a admis le général Berthier Gantillon, Monsieur Monge Berthier, ses aides-de-camp, Eugène Beauharnais, de Roquemerlin, moi et son secrétaire particulier sur le frégate La Carrère. Se trouvions les généraux Dan, Murat, de blessés, Marmont, Monsieur Denon, Cortaz et Parseval, Grémaison. La commission de savants était depuis quelques mois déjà dans le Haute-Égypte. Le passage présentait beaucoup de difficultés. Il était échappé au secrétaire de Sir Sidney Smith de dire en causant avec moi qu'il y avait beaucoup d'avantages bloqués hors du vue. Nous devions donc nous attendre à trouver le commandant anglais sur notre route de Sika. L'ordre avait été donné à la frégate La Carrère de présenter le combat pour donner à la Muiron le temps d'échapper. Mais ces 2 frégates étaient phéniciennes et mauvaises marcheuses. Il fallait donc user des stratagèmes pour n'être pas vu. L'admiral Cantillon imagina de se pendant 30 jours de long des côtés plates de l'Afrique que les vassaux ne vont jamais reconnaître et de courir des petites bordées d'un demi-lieu. On ne s'élevant jamais sur la haute mer, ce temps nous parut fort long à tout, car il eût été prudent d'avoir de la lumière la nuit et par conséquent il fallait se coucher avec le jeu. Les journées se passaient donc en lecture ou en discussion, les connaissances inépuisable des 2 savants remplissaient nos journées d'une manière très agréable. Souvent plus tard que venait à notre secours et quelquefois dans nos longues soirées, le général en chef nous faisait des comptes de revenants, chaîne de narration auquel il était fort habile. La situation de la France et son avenir étaient souvent l'objet de ses réflexions. Il se prononçait sur le gouvernement du territoire avec une sévérité qui tenait de dedans. Rien encore dans ses discours n'est percé de ce qu'il allait faire, mais quelques mots échappés, mots rêveries et des insinuations directes nous donnions beaucoup à penser. Son administration d'Égypte avait été
à penser pour les opérations militaires pleines de génie, mais cela suffisait, il peut l'absoudre avec un gouvernement qui le craignait et qui était sans bienveillance pour lui. Il allait encore être obligé de faire la guerre, mais fallait-il se soumettre aux plaintes d'un gouvernement sans vue militaire qui pourrait le placer dans une position fâcheuse et donner à ses rivaux des moyens de succès? Qui peut-être lui refuserait à lui-même toutes ces idées, les préoccupaient profondément. Enfin, le vent commença à souffler avec constance. Nous passâmes les Capons pendant la nuit et nous arrivâmes promptement à Ajaccio. Cette petite ville était le lieu de naissance du général en chef. Il avait quitté 8 années auparavant, n'étant que simple capitaine d'artillerie. À la vue de sa ville natale, son cœur s'émeut profondément, comme nous revenions d'Égypte où la peste existait encore. Nous n'avions que des patentes brutes, par conséquent, impossibilité de débarquer. Les habitants on tonnait de voir gros bateaux flotter. Les pavillons amurales se précipiteront sur le rivage, mais quand ils affirmeront la présence de leur illustre compatriote, ses anciens amis et ses parents se précipiteront. Tous les barques aborderont le bâtiment, et bientôt le capitaine fera peu. Il y avait au reste peu d'inconvénients, puisqu'après 44 jours de traversée, nous n'avions pas un seul malade à bord. Parmi la foule qui s'agitait dans le vague de la chambre des poupes, une vieille femme faite de noir tenait ses bras élevés vers le général criant Caro figlio, sans pouvoir tirer le regard du général fin, il la distingua et s'est mis à crier Madre! C'était la nourrice qui vit ton cœur au moment où j'écris ceci. Le général en chef apprit, mais confusément, tout ce qui s'était passé en France pendant son absence. L'Italie était perdue, mais s'il ne se battait comme un lion suisse son dédain. Les désordres avaient été grands. Tyler et Melun n'étaient plus au territoire. Ils avaient été remplacés par l'avocat Gouillet et par le général Moulin. À ce dernier nom, le général en chef se tourna vers Berthier. Qui c'est que le général Moulin? Je n'en ai jamais entendu parler. Lui répondit celui-ci et fit la même question à chacun de nous. Et reçut la même réponse. La nomination de cet homme lui donna beaucoup à penser. Étonné de ne voir arriver aucune des autorités du pays, il apprit bientôt que les membres de la municipalité, ceux de territoire de département, s'étaient mutuellement mis en prison. Le commissaire du gouvernement étranger au pays était le seul maître au milieu de ce désordre. Les révolutions des cabinets étaient promptement arrivées jusqu'à Ajaccio et les différents partis trouvaient tout naturel de se persécuter.